Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette première partie du 19-20, l'actualité à Paris et en Ile-de-France, et tout d'abord dans un contexte de pénurie d'énergie où les éoliennes ne représentent même pas 1% de la consommation, qu'un projet d'implantation au sud de la Seine-et-Marne rencontre une forte opposition des habitants et du conseil municipal. Alors montrez-nous, c'est où? Et donc effectivement le mât de mesure doit être installé ici, et les éoliennes seront donc de part et d'autre, puisque la ville d'Aigreville est là, et la nationale départementale est là, donc elles seront de chaque côté, et au minimum à 500 mètres d'Aigreville, de la ville même. Ça va nous apporter bien sûr toutes les nuisances qu'on connaît de l'éolien, économique, écologique, environnemental, et c'est surtout la dévalorisation de notre maison, et également de l'environnement. Alors, ce n'est pas un point de vue strictement égoïste, ce sera malheureusement ce que ressentent actuellement tous les milliers de personnes qui seront à 20 km à la ronde, puisque ça va être vu donc de très loin. Merci monsieur. On fera la suite là-bas. Dites-nous, avec Daniel, oui, vous vous moquez de nous. Depuis le début, vous vous moquez de nous. Non, mais avec vos dessins, là, on n'y croit pas tellement. On n'y croit pas. Laissez-moi finir. Oui, non, mais c'est pas vrai. On n'y croit pas tellement que c'est extravagant. Effectivement, et ça l'est, oui, oui. Si ça a été fait à l'échelle, bien évidemment, c'est un photomontage qui est fait d'après le fameux théorème de Thalès, une électricité, comme vous le savez, intermittente, qui est donc absolument irrégulière et qui produit pas forcément quand il faut. Donc quand il y a beaucoup de vent, éventuellement si on n'a pas besoin d'électricité, on est obligé immédiatement de la délester et de la vendre, souvent même à un prix négatif à l'étranger. C'est pour s'imposer à soi-même, c'est la sobriété. Parce que quand on va rentrer ce soir chez nous, on va allumer la lumière, on va avoir notre chauffage électrique qui tourne, le chauffe-eau qui va nous produire de l'eau chaude. Donc à un moment donné, il va bien falloir, et les voitures électriques qu'on est en train de nous vendre à retour de bras. Pour l'éolien, parce que je sais que mes collègues maires qui sont ici, et la population d'une manière générale, est absolument hostile à l'installation d'éoliennes. Quand on arrive à faire tomber un projet, il y a tellement de promoteurs, il y a tellement d'argent à récupérer, ça repousse instantanément. Ils reviennent tout le temps à l'attaque. Donc si on commence à baisser les bras, on est mort. On a eu l'information aujourd'hui que la mairie et le conseil a priori sont contre, et je pense aussi qu'il y a une implication des villages voisins. Grandes entreprises qui fabriquent les éoliennes, Vestas, les Siemens Gamesa, etc., sont dans des situations de plus en plus problématiques. Ce qui pose plusieurs questions. La première question, jusqu'à quand survivront-ils? Parce qu'apparemment, le marché est en train plutôt de se trouver assez chaotique, pour toutes les raisons que vous avez indiquées. Les éoliennes, c'est un cancer. C'est-à-dire que dès qu'on les laisse s'implanter sur un secteur, ça mute de partout, ça gangrène, ça métastase, et après on arrive. On est parti, ça nous ruine complètement nos paysages. Ici, avec un esprit tout neuf. Mais à vous écouter et à regarder le film que vous avez projeté, on ne peut pas être pour l'éolien. Bon, je n'étais déjà pas pour l'éolien parce que je sais que mes collègues maires qui sont ici et la population d'une manière générale est absolument hostile à l'installation d'éoliennes. Donc je ne vais pas aller contre mes collègues maires, je ne vais pas aller non plus contre la population. C'est ce que simplement je voulais dire ce soir. Je suis contre donc l'installation d'éoliennes dans notre secteur. Ce qui veut dire que ces engins-là, régulièrement foutent maintenant, qui, d'après ce que j'ai pu lire, coûtent pas une fortune, mais de l'ordre de 20 à 30 000 euros par an. Les gars, ils montent là-haut, ils vont, etc. Le problème, c'est que si les fabricants commencent à être en faillite ou en difficulté, les machines ne tourneront plus. Oui, alors,
vous avez tout à fait raison. Actuellement, et le patron de Siemens, nom de Pat de Siemens Gamesa, la filiale d'éolienne, a dit que ça lui coûtait 10 fois plus cher que d'autres modes de production de fabriquer les éoliennes. Donc, effectivement, avec l'augmentation et l'inflation des matières premières, Siemens Gamesa, Vestas et General Electric sont en train de connaître des déroutes financières considérables. Considérables. C'est d'ailleurs pour ça que Marie-Valérie Pécresse a été remercié, puisqu'il était lui patron de General Electric renouvelable. Pour ce qui est de l'entretien, on vous dit ça va créer des emplois. On vous dit ça, mais ça ne crée aucun emploi, parce que en réalité, les éoliennes font l'objet de capteurs. Donc il y a d'abord, avant l'entretien, il faut savoir que les éoliennes, c'est comme un système de vidéosurveillance. Vous avez des vidéos en Allemagne ou dans d'autres centres qui vont concentrer toutes les capteurs liés aux éoliennes. Dès qu'il y a un capteur qui ne fonctionne pas, c'est pas quelqu'un qui vient de temps en temps voir si ça fonctionne. C'est en fait ces capteurs qui vont déterminer le fait que la personne ou le technicien doit venir, et parfois ils viennent même de l'étranger. Donc ça ne crée aucun emploi en France, par exemple, pour les techniciens. Et c'est pour ça qu'ils ont utilisé les terres rares. Parce que les terres rares, et en particulier en mer, permettent d'éviter la ferrite qui effectivement crée des problèmes d'entretien. C'est pour ça qu'on a de plus en plus de terres rares dans les éoliennes, justement pour régler ce problème de maintenance et d'entretien. Mais effectivement, vous soulignez un problème parce que ces producteurs d'éoliennes vont faire faillite, du moins vont avoir de très graves difficultés, et la Chine va contrôler le marché comme ils l'ont fait pour les panneaux solaires. Bonsoir à tous, monsieur Vermeulen d'Aigreville, depuis 40 ans. Je voudrais poser une question. Quel est le processus de décision? A priori, on est tous contre, ou une grande majorité contre. Moi, je voudrais connaître le processus de décision. Est-ce qu'on peut faire barrage, ou à la fin, c'est le préfet qui décide? Oui, il a un peu l'idée générale. Je trouve peut-être l'intervention de M. le maire, mais il en parlera certainement. Enfin, on a une information aujourd'hui que la mairie et le conseil, a priori, sont contre, et je pense aussi qu'il y a une implication des villages voisins. Parce qu'avant, pour implanter une éolienne, il fallait l'accord des communes d'implantation et des communes limitrophes, en particulier pour les zones de développement éolien. Je ne vais pas rentrer, mais disons qu'ils ont outrepassé la libre administration des collectivités territoriales, où aujourd'hui, on ne peut presque pas s'opposer quand on est élu ou voire maire. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une toute puissance du préfet. Et le préfet, il a ses ordres du gouvernement qui a ses ordres des exploitants éoliens. Parce que c'est l'ordre du pouvoir, c'est exploitant éolien, président de la République, gouvernement, préfet. C'est comme ça que ça marche. Et d'ailleurs, c'est à telle enseigne qu'ils ont supprimé dans la loi qui est en cours, là, qui va être adoptée mardi au Sénat et après à l'Assemblée nationale. Ils ont même supprimé quelque chose d'essentiel, parce qu'avec la RIPM, le régime impératif majeur, presque tous les projets vont être acceptés. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel ne pourra plus annuler les parcs éoliens. Il ne pourra demander que la modification des projets là où le dossier ne va pas. Vous vous rendez compte, c'est-à-dire que le tribunal n'est plus une autorité d'annulation, mais juste de vérification de la conformité et d'adaptation. Donc, effectivement, c'est pour ça qu'on se bat d'arrache-pied. Hein. On va saisir le Conseil constitutionnel. Là, je suis en lien avec un avocat on est en train de voir pour que les groupes, les différents groupes capables. Malheureusement, je crains que le Sénat, qui nous a quand même trahis, parce qu'il ne faut pas oublier le Sénat. Le Sénat, moi j'avais négocié avec Bruno Retailleau, il faut être très clair, parce qu'il y a une vidéo sur Internet, le droit de veto des maires, ou le droit d'accord plutôt que le droit de veto, le droit d'accord des maires pour une implantation de parcs éoliens, et la limitation à 40 km pour les éoliennes en mer. Eh bien, un groupe de sénateurs, qui est plutôt de la majorité sénatoriale, est allé avec le gouvernement. Il a voté avec le gouvernement pour supprimer ce droit d'accord des maires. Et ça a été confirmé en commission mixte paritaire, toujours avec les mêmes.
c'est quand même extrêmement grave. Hein, parce qu'aujourd'hui, les sénateurs, certains sénateurs, pas tous, ont trahi les petits maires locaux en les mettant directement en impossibilité de donner tort aux exploitants éoliens. Et moi, j'ai eu un sénateur qui est membre de l'office que j'ai croisé dans la Meuse, sur le quai de la Gare. Il m'a dit, oui, mais ça va créer une pression, s'ils avaient un droit de veto, ça créerait une pression de leurs citoyens vis-à-vis des maires. Attendez, c'est quand même normal que le maire qui est représentant du peuple de sa commune puisse, dans le cadre du conseil municipal, et je suis moi-même également élu municipal, puisse avoir son mot à dire sur les implantations des éoliennes qu'il va y avoir sur son territoire, et voire même sur le territoire du voisin, quand les éoliennes sont installées en limite de village, ou en plus, ça peut être le village voisin qui a les nuisances, ben, vous voyez, eh bien, c'est là où on atteint une atteinte extrêmement grave à la démocratie qui est en train d'intervenir, et je suis bien incapable de vous dire la suite des événements, mais ce que je peux vous dire, puisque je sillonne la France des territoires ruraux, des territoires littoraux, je peux vous dire que les Français s'énervent considérablement. Et je veux dire, on est quand même le pays des droits de l'homme, on est le pays je ne veux pas refaire l'histoire, mais on est en train de nous supprimer tous les droits de recours individuels et collectifs. C'est que c'est pas démobilisateur, mais il faut être conscient. Mais en revanche, le rôle de votre maire et des élus, c'est bien et moi c'est ce que je vous inciterai à faire, c'est de vous regrouper avec les communes et de faire une adresse au préfet. Nous n'en voulons pas. Vous faites une délibération, toutes les communes qui sont hostiles, et vous faites une délibération que vous pouvez joindre avec une pétition ou même. Alors, vous avez quand même des possibilités au travers il y a certaines communes, hein, c'est pas toujours, mais où les projets éoliens doivent être confortés par des délibérations de passage de câbles, délibérations de survol de terrains communaux, délibérations de passage des camions. Il y a tout un tas de petites délibérations qui ne sont pas directement de l'accord du parc éolien, mais qui peuvent, en votant contre, empêcher la mise en place pratique de ce parc. Et donc c'est dans ces délibérations-là que vous pouvez bloquer le projet. Vous voyez, donc il y a quand même encore des dispositions. Mais ça dépend des communes, ça dépend des lieux d'implantation, etc. Mais en tout état de cause, si votre maire, soutenez vos maires, soutenez vos élus, pour qu'ils aillent voir le préfet, nous n'en voulons pas. Il faut être ferme. Les industriels refusent de leur louer les remplacements. Ça, c'est radical et il n'y a plus. C'est la seule. Il y a énormément de mains qui se lèvent. On va essayer de se discipliner. Je voudrais vous présenter M. Geneviève, qui est au niveau de la communauté de communes, délégué aux énergies renouvelables. Oui, bonsoir à tous. Écoutez, je ne peux que partager toute la présentation qui a été faite sur les éoliennes. Je connais bien les éoliennes, puisque je suis un ancien ingénieur de chez Schneider Electric, ingénieur énergéticien. Par contre, ce que je voulais dire par rapport à ce qui vient de se dire sur monsieur le préfet et sur les démarches, il faut savoir que Gâtinais-Val-de-Loire, la communauté de communes, on a payé notre tribut en termes d'éoliennes, puisqu'on a un parc aujourd'hui, le premier parc d'Île-de-France, avec 25 éoliennes, parce que des communes ont accepté, parce qu'on peut refuser, mais on peut aussi accepter. Il y a des communes qui vont accepter les éoliennes. C'est le cas de Boudreville, c'est le cas d'Ichy en cours. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, on a payé notre tribut pour l'Île-de-France et pour toute la région. Ça, c'est une première chose, et c'est un langage que l'on a tenu lorsque l'on a rencontré la dernière fois la commission. Voilà. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on est engagé sur des parcs photovoltaïques. Alors c'est pareil, on peut faire le même débat sur le photovoltaïque. De toute façon, aucune énergie n'est verte. Toutes les énergies sont polluantes, qu'elles viennent du vent, du soleil ou quoi que ce soit. Tout ce qu'on va mettre entre les deux produira une empreinte carbone et polluera quelque part la planète. Elle ne la polluera peut-être pas chez nous, mais elle la polluera, comme vous l'avez montré tout à l'heure, en Chine, ou comme un pays que je connais très bien, le Chili, avec le lithium et ainsi de suite. On ne va pas revenir sur les voitures électriques, parce que vous pourriez y passer la journée. Par contre, ce que je voulais dire dans votre exposé,
c'est qu'effectivement, le nucléaire, c'est aujourd'hui notre énergie. C'est l'énergie que le programme de notre grand visionnaire, le général de Gaulle, avait anticipé, le grand mot anticipé, ce que n'ont pas fait depuis 40 ans nos hommes politiques. Et aujourd'hui, le problème, c'est que derrière les éoliennes, ce n'est pas les éoliennes qui vont résoudre le problème d'une expansion, d'une croissance exponentielle de la consommation électrique. Parce qu'aujourd'hui, on n'est plus dans le linéaire, on est dans l'exponentiel de croissance, et c'est sûrement pas ces éoliennes qui vont les poser. Dans les 25 prochaines années, il faut construire 15 centrales nucléaires pour satisfaire les prochaines consommations. Alors la question qu'il faut se poser aussi, quand on pose la question des énergies renouvelables, c'est pour se la poser à soi-même. C'est la sobriété. Parce que quand on va rentrer ce soir chez nous, on va allumer la lumière, on va avoir notre chauffage électrique qui tourne, le chauffe-eau qui va nous produire de l'eau chaude. Donc à un moment donné, il va bien falloir... Et les voitures électriques qu'on est en train de nous vendre à retour de bras. Donc, je me dis que dans ce problème énergétique, effectivement, l'éolien, on est pour les contre, on en veut ou on n'en veut pas, on n'en veut pas au fond de son jardin. Est-ce qu'on a envie d'une centrale nucléaire sur les bords de Lyon à Sens? Si elle pète, on prend tous, hein. Donc le problème, il est le même pour tout. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir se poser la question de la sobriété énergétique. L'éolien ne résoudra pas les problèmes, mais chacun de notre côté, on a intérêt à se poser la question, parce que sinon, le nucléaire, on en aura aussi partout. Et là, on n'en voudra pas non plus. Pour les implantations du nucléaire, pour avoir visité Fessenheim, on a 23, j'ai plus le chiffre, 56 réacteurs nucléaires, à peu près une vingtaine de centrales. La chance que l'on a, c'est que EDF a acheté les terrains à côté des réacteurs nucléaires existants. Donc, si vous voulez, les gens sont habitués. À Fessenheim, il y a 40 hectares qui peut accueillir 2 réacteurs nucléaires. Et le gros avantage aussi, donc on ne va pas créer de nouvelles centrales nucléaires pour 2 raisons. La première raison, c'est qu'on a tout le réseau de distribution d'électricité qui est existant. Donc ça va. En fait, Bessemer, ils avaient tout fait bien, sauf à Plogoff, ils n'en ont pas voulu. Je suis breton, hein, donc nous les Bretons, on n'en a pas voulu. Le résultat, on a quand même. Alors, parce que l'autre jour, je leur ai dit aux Bretons, je leur ai dit, vous savez, vous avez des réacteurs nucléaires? Ah bon? Je dis oui, il y a des petits réacteurs modulaires. En Bretagne, vous avez des réacteurs nucléaires. Ben, je dis, ils sont à Brest. C'est-à-dire que, ben oui, il y a des petits réacteurs modulaires à Brest dans les sous-marins nucléaires, puisque les petits réacteurs modulaires, ce sont des réacteurs nucléaires. Donc, il suffirait de raccorder un sous-marin, c'est ce que font les Russes d'ailleurs, avec brise-glace, et comme ça, ils font de l'électricité dans des zones très reculées. Je ferme la parenthèse. Donc, juste, il n'y aura pas de souci d'acceptabilité du nucléaire parce que c'est là où elles sont installées et partout où je vais où il y a des centrales nucléaires, c'est un îlot de prospérité tellement considérable que si vous écoutez les villes ou les villages qui ont les centrales nucléaires, ils sont tous en train d'écrire au gouvernement pour dire je veux 2 réacteurs de plus. Voilà, je ferme la parenthèse. Bonjour, bonsoir tout le monde. Charles-Henri, merci de nous avoir invités. Monsieur Bouclé, je vous ai vu plusieurs fois au téléphone. Olivier Boer, j'habite à Château-Landon. Je fais partie d'une association comme celle que représente Charles-Henri. Nous, on est à une vingtaine de kilomètres d'ici. On est sur le secteur de Faye-et-Nemours, à côté de Nemours. Quand on sort de Faye-et-Nemours, on a déjà une très belle vue le soir. On a l'impression d'être en discothèque. Je deviens fou. Je deviens fou. Voilà, avec Arville, Mondreville, Beaumont-de-Gaillon.
piétiner un petit peu plus loin. Bon bref, on est déjà bien envahi. Moi j'ai toujours considéré, depuis que je me suis intéressé à l'implantation des éoliennes c'est un cancer. C'est-à-dire que dès qu'on les laisse s'implanter sur un secteur, ça mite de partout, ça gangrène, ça métastase, et après on arrête. On est parti, ça nous ruine complètement nos paysages. Donc j'avais dit à Charles-Henri qui vient régulièrement à nos réunions sur Fayennemo, puisqu'on a un projet de 6 très grandes éoliennes aussi là-bas. On est en train de se battre. On est plus avancé dans le temps que vous, puisque nous, c'est déjà, le mât, comme on dit, est déjà belle lurette. Je voulais juste vous signaler, je pense qu'il est très important, tous les habitants, tous les gens qui sont opposés, de rentrer dans les associations qui existent, il y en a déjà plusieurs sur tout le secteur, et surtout les associations, il faut qu'on travaille ensemble, parce qu'il faut qu'on ait du poids et qu'on se fasse représenter. Quand on arrive à faire tomber un projet, il y a tellement de promoteurs, il y a tellement d'argent à récupérer, ça repousse instantanément, ils reviennent tout le temps à l'attaque. Donc si on commence à baisser les bras, on est mort. On est mort. Parallèlement à ça, je suis agent immobilier, je peux vous dire, il n'y a rien de pire qu'une implantation d'un champ d'éoliennes sur un village. Là, vos épargnes, à tous et à toutes, vos 20 ans de crédit que vous avez pris pour vous acheter vos maisons, vous faites une croix dessus. Ça va être du moins 20, moins 30, ça dépend comment vous êtes passé par rapport aux éoliennes. Vous allez pleurer. Je pense qu'on se fait déjà énormément taxer en France, mais là, vous faites retaxer en plus, non seulement en payant votre électricité, mais en plus sur la perte que vous allez avoir sur vos biens immobiliers le jour où vous aurez besoin de vendre pour partir ailleurs. Voilà, je vais réagir sur un point avant de parler du foncier. C'est d'abord, vous n'êtes pas tout seul. D'abord, d'une part. Deuxièmement, il ne faut pas lâcher. Regardez-moi, ça fait 14 ans que je me bats. Et je peux vous garantir que c'est un grand plaisir pour moi de voir 200 personnes. À Besançon, il y avait 220 personnes. C'est des réunions de 200, 250 personnes. Quand moi j'ai commencé à me battre, on était dans des petites salles communales avec 20 personnes et on était insultés. Donc, ça, vous n'êtes pas tout seul. Il faut effectivement vous battre. La Fédération Environnement Durable représente 1800 associations en France. 1800 associations en France. C'est considérable. Malheureusement, vu la loi qui vient de sortir, le combat va se radicaliser parce que la colère, elle est profonde partout dans tous les territoires. Et vous avez raison de le souligner, il faut être en solidarité dans le respect des règles de la valeur, des valeurs de la République. Ça, c'est toujours. Mais c'est clair que ça devient très très grave parce que c'est quand même le cœur de notre mode de vie. Installer des éoliennes de 200 mètres de haut dans des villages dont l'immeuble le plus haut c'est le clocher du village, c'est inhumain. C'est inhumain. Donc après, évidemment, comme c'est inhumain, c'est comme les oiseaux. Les habitats d'oiseaux sont une des premières causes de disparition des oiseaux et les éoliennes sont une des premières causes de disparition des habitats d'oiseaux. Donc ce qui est valable pour les oiseaux est également valable pour les humains. Malheureusement, les gens n'ont pas envie de vivre à côté d'éoliennes, contrairement à ce que nous disent les promoteurs. Ils nous inventent même le tourisme éolien, et ils nous inventent même le patrimoine éolien. Ils vont le mettre dans les journées du patrimoine. Ils nous inventent ça quand même, ils sont très très bons pour compenser un château historique. Donc oui, malheureusement, ça a un impact. Moi, je dirais que ça a peut-être même un impact plus grave que la déperdition de la valeur, qui est tout simplement la disparition totale de la valeur. C'est-à-dire là, comme il l'a dit dans le documentaire, l'impossibilité de vendre, d'être attaché à demeure. Et ça, c'est extrêmement grave. Et ils le paieront, ils le paieront un jour, de toute façon. Ce qui est clair, c'est que de toute façon, sachez une chose. Parce que ce documentaire, il a été financé lors de la réunion à l'Interallié il y a 2 ans, après la sortie de mon bouquin sur les éoliennes. Il faut comprendre une chose, c'est qu'avant, on était dans les territoires, ça c'est très important, pour vous encourager. Avant, on était dans les territoires, on va dire quand même, extrêmement démunis, avec une population
extrêmement démunis. Hein, là, on est en région parisienne. Globalement, vous pouvez vous battre, vous êtes agent immobilier, dans les campagnes, parfois c'est pas facile. Or aujourd'hui, vous avez très clairement, depuis des années, des gens qui se battent de manière acharnée, comme moi, qui ne lâchent rien. Et puis, vous avez des gens à un très haut niveau, du gouvernement, des élus, du monde financier, du CAC 40, du monde de la pub, du monde du droit, du monde... c'est pour ça que d'ailleurs on avait fait cette réunion à l'intérieur, du monde du luxe, par exemple. Et vous avez de plus en plus de personnes que ça touche pas simplement pour les éoliennes dans le territoire. Il y a des personnes à un très haut niveau qui commencent à en avoir assez que notre France soit cancérisée par l'éolien. Et là-dessus, je suis très optimiste parce que je vois bien qu'on est en train de percer, y compris parmi une population de privilégiés qui se soucie de cette question. Et je voudrais vous encourager pour ça, parce que je vois bien que tous les tissus socio-professionnels sont réunis, et ça n'est plus simplement une question de personnes démunies sur les territoires ruraux, ou des pêcheurs que je connais bien, moi, à Noirmoutier, vraiment dont on est en train de détruire l'activité. Bien, bonsoir, je m'appelle Francis Plé, je suis le maire de Ville-Béon. Donc pour répondre à la question qui a été posée, à l'instar d'Aigreville, nous aussi, on a fait un arrêté en disant les éoliennes, on n'en veut pas. Moi, les éoliennes, il faut qu'elles restent dans leur carton ou qu'elles restent en Chine ou ailleurs. Alors, petite chose que je voudrais vous dire aussi, c'est que on n'a pas été saisi par un cabinet de consultants, on a été saisi par la Commission nationale du débat public. Ah oui. Alors, saisi par la Commission nationale du débat public, c'est une société belge qui demande à la Commission, c'est-à-dire elle ne la paye pas, puisque c'est nous qui la payons déjà, et qui veut faire un état des lieux pour vous dire, voilà, on va venir chez vous, mais vous allez devoir nous dire comment voulez-vous qu'on installe des éoliennes. Oui. Alors nous on leur a dit tout bêtement, mais les éoliennes, on n'en veut pas. Donc on leur a posé 2-3 questions, et Gérard Geneviève, le maire de Poligny, leur a dit, mais vous allez faire quelque chose qui est très bien, c'est que vous allez écrire un rapport, mais on veut voir le rapport. Et on nous a dit non. Tout bêtement, on vous a dit non. Commission nationale du débat public. Je ne sais pas comment vous pouvez entendre ça, mais moi, c'est un peu bizarre quand même. Donc, oui, comme dit madame, la démocratie, voilà. Donc, il voulait que nous organisions un débat public. On leur a dit, nous, on n'a pas de salle. Donc, Pascal Pommier, leur a dit, nous, on n'a pas de salle. Poligny, on n'a pas de salle. Et nous, on n'a pas de salle non plus. Donc, vous ferez le débat public où vous voulez, parce qu'il fallait que ce soit nous qui l'organisions. Mais surtout pas l'entreprise qui allait venir nous polluer. Donc voilà, voilà où est-ce qu'on en est. On n'a toujours pas eu de rapport. Personne n'a eu de rapport. Bon, alors voilà où est-ce qu'on en est. Je pense que la prochaine réunion, je ne ferai pas la politique de la chaise vide, mais on saura véritablement quoi leur répondre, ça allait vous faire foutre. Où en est-on du projet d'Aigreville? Je proposerais qu'on laisse la parole à Charles-Henri de façon à ce qu'il nous présente rapidement le projet d'Aigreville. Ensuite, une petite intervention du maire et on reprend le débat. Oui, bonsoir à tous. En ce qui concerne plus rapidement donc, les projets sur Aigreville, donc ça a commencé en 2007. En 2007, il y a 15 ans maintenant, on a eu une première tentative de Nordex, qui était une entreprise allemande, pour un projet de 20 éoliennes, puis après ils se sont rabattus à 10 éoliennes de 145 mètres de haut. Il y a une différence quand même, vous verrez tout à l'heure avec le projet actuel. Ça s'étendait en lieu de branle, toute la plaine, jusqu'à Préau, donc Lorraine-Bocage. C'est là que notre association ADER s'est créée, s'est constituée.
Christian Faux, vous connaissez bien, s'est opposé au projet ainsi que tout son conseil municipal. Une réunion publique comme ce soir a eu lieu ici même et a eu effectivement un grand succès et a certainement contribué avec le refus du maire et de son conseil de l'époque à repousser ce projet. Et en 2020, donc récemment, il y a 2 ans, on a entendu, c'est toujours pareil, ils viennent en sourdine, on a entendu que 3 cultivateurs de notre région avaient signé des promesses de bail. Je ne les nommerai pas, mais vous savez, ils sont donc avec les exploitants agricoles et les propriétaires terriens. L'ADER a immédiatement réagi, donc il y a 2 ans, on a un petit argumentaire, papier et aussi par internet qu'on a distribué à tous les propriétaires terriens qu'on connaissait, ils sont relativement peu nombreux, ce sont des bons propriétaires dans la région. Néanmoins, un promoteur qui s'appelle Winvision, on a eu beaucoup de mal sur les promoteurs, et il s'agit donc d'un tout petit promoteur dont le capital est de 37 000 €. Beaucoup je l'ai de temps en temps entendu, les gens sont bouffés. Moi je suis artisan, j'ai un capital plus important que le qui dépend d'une société belge, comme toujours, à l'étranger, etc., qui elle dépend de fonds américains, le fameux fonds BlackRock, dont tout le monde connaît, qui a 8 000 milliards de fonds. C'est le fonds de pension américain le plus important, et presque au monde. Donc, eux vont seuls. Alors, au Bahamas, je ne sais pas, certainement, et ils vont s'évanouir, bien évidemment, dans la nature, dès qu'ils auront installé, vendu les éoliennes, et l'entretien, on a dit, donc ça se fait par Rostov, par satellite, etc., et ils risquent de disparaître avant la fin, bien évidemment, ou si la loi change, et c'est moins avantageuse pour eux. Et donc, ce sera le propriétaire terrien, qui sera généralement pas solvable, qui ensuite se reportera sur donc, la commune, sur la communauté de communes, éventuellement sur le département, mais de toute façon, c'est toujours vous. Alors, où en sommes-nous actuellement? On a donc en septembre 2022, on vient de l'évoquer, il y a une commission, la Winvision, le promoteur, ce qui est assez rare, a saisi la commission du CNDP, qui est la Commission nationale du débat public, et a nommé 2 garants, 2 personnes qui sont venues rencontrer donc nous, notre association par 2 fois, l'ADER, qui ont rencontré d'autres associations voisines, comme donc une présidente qui est là, donc à Grisel, parce qu'ils ont aussi un projet à Grisel, à 5 km d'ici, de 3 éoliennes minimum. Et donc le CNDP a rencontré aussi la communauté de communes, donc M. le maire Geneviève, qui est membre de cette commission et spécialiste donc, de l'énergie, les a rencontrés, et également les maires. Monsieur Pommier, une fois de plus, a fait une opposition formelle en disant non, il n'est pas question, non, on est contre les éoliennes, on l'a dit, la population derrière moi me soutient, on est contre les éoliennes, il n'y a pas de raison qu'on vous rencontre. D'autant plus que cette commission, on l'a dit tout à l'heure, c'est une commission un peu bizarre qui essaie de savoir quels sont nos points forts ou nos points faibles plutôt, pour pouvoir accommoder la sauce pour nous digérer. Donc, c'est absolument... donc, M. Pommier, une fois de plus, a eu entièrement raison. Et pareil, il s'était opposé il y a 2 ans quand il y a eu un problème. Les promoteurs ont, on ne savait pas qui, mais sont venus pour étudier les chiroptères, vous savez, ces fameux chauves-souris qui sont très protégés par les écologistes, les vrais, les verts. La commune marche la main dans la main, donc, avec notre association, pour essayer de combattre ce fameux ce projet funeste de 6 à 8 éoliennes, parce que c'était 6, et maintenant, sur leur site, qui est juste en préparation, il y a 3 mots dessus, c'est 6/8 pour 45 millions d'euros et pour 30 mégawatts. Si le chiffre est bon, des éoliennes, il y en aura au moins 6 de 4 mégawatts
Autrefois, c'était dans le projet d'il y a 15 ans, c'était 2 MW. Là, donc 4 MW. Et une fois les lignes plus hautes, au lieu de 145 mètres, elles feront 210 mètres. Donc, co-visibilité, certaines photos vous le prouvent, mais on va développer le dossier, on les verra bien évidemment comme le nez au milieu du visage avec notre musée Bourdelle, jardin musée Bourdelle, qui est très très important parce que c'est un patrimoine départemental, et là je pense que le préfet nous écoutera peut-être davantage. On va continuer bien évidemment, il y aura une réunion puisque la CNDP a prévu avec le promoteur de faire une réunion vers avril. Le timing est très très pressé. C'est le passage en force du 49.3 sous tous ces aspects. Donc on va réagir, tous ensemble, communes, associations, les communes voisines, parce que même si elles ne sont pas concernées, comme toujours, on les met le plus loin possible chez les voisins. Et immédiatement, il y en a 6-8, et il va y en avoir 40 comme ailleurs, comme à Mondreville, Gironville, Saulx-du-Gâtinais, Arville, Ichy, etc. Donc, si on ne réagit pas, c'est Villebéon, c'est Mont-sur-Lunain, c'est Rémoville, c'est tous ces villages, Branle, Châteauroux, etc., qui seront impactés. Donc, on compte sur vous, d'ailleurs, pour nous aider aussi à prendre éventuellement, en nous soutenant, non seulement moralement, comme vous l'avez fait très nombreux ce soir, et je vous en remercie encore, mais éventuellement en vous souscrivant donc une adhésion de 15 € pour notre association, parce qu'on va avoir effectivement, très certainement, être obligé d'aller plaider en justice, etc. Étant donné que le premier recours a été supprimé également pour les éoliennes, à un niveau, vous savez, le premier recours où on peut éventuellement ne pas avoir d'avocat a été supprimé. Pour l'éolien en mer, ce n'est pas notre cas, mais ce sont les 2 premiers niveaux. On s'est obligé d'aller tout de suite au Conseil d'État avec un avocat spécial et tout encore une fortune. Merci de votre attention et merci de votre attention. Pour terminer les interventions du maire, qui va nous dire à quel point il est pour. Oui, voilà. Donc, quand vous entendrez Grosville, vous comprendrez, c'est la région, hein, les amis de la région. Ça a été dit, Charles-Henri, ou vous, monsieur l'intervenant, peut-être plutôt, il faut qu'on soit ensemble sur ce dossier. Bon, évidemment, là, c'est sur Grosville. Charles-Henri nous l'a dit, et c'est partout, c'est vérifié partout. Quand il y a une barre d'éolienne qui s'installe, vous pouvez être certains qu'il y en a d'autres très vite. Ils sont très forts, ils s'installent toujours en limite de département, voire de région, ça vous ne l'avez pas dit, un monsieur intervenant. Donc que ce soit mon pays d'origine, notre pays d'origine, puisqu'on est du même point, que ce soit ici, on est en limite de Lyon, en limite de Loiret, pour essayer que les gens ne se connaissent pas. Bon, nous, on a la chance avec Grosville, on se connaît avec certains maires, mais sinon ça divise un petit peu les gens. Donc il faut être tous ensemble. Et Grosville est connu et reconnu. La halte est superbe, l'église avec son clocher pointu et son beffroi, le musée Bourdelle, le château, même s'il est privé, c'était quand même le château de Massenet, entre autres. Grosville est très connu, la forêt de l'air, bien entendu, et nous devons préserver tout ça. Ici, il y a beaucoup de résidences secondaires, beaucoup de Parisiens, enfin des Parisiens, la région parisienne, de l'urbain, qui ont des résidences secondaires, y compris quelques personnalités. Si on arrive dans Aigroville, il y a une barre ou 2 barres d'éoliennes, parce que là c'est Aigroville. Chez toi, Alex, il y a 3 secteurs possibles d'éoliennes, 3 secteurs possibles. Coligny, tu as tout le plateau jusqu'à Soupe. À Branle, tu as entre nous deux, entre ton pays et le mien. Villebéon, bon, dans les bonnes terres du dessus, évidemment que dans la forêt de la Vendée, ils ne vont pas les mettre. Donc, voilà. Nous, je veux dire, nous aimons notre pays, nous aimons notre région, on doit le prouver par notre action. Voilà, merci à tous, merci à tous. Bonjour. J'aimerais que M. Bouclier nous fasse part de son expérience de la commission du débat public. Parce que pour l'instant, nous en sommes à ce stade et on a rencontré les garants, on a
pas mal de questions qui se posent au sujet de, comment dire, de leurs compétences et de leur indépendance. Et donc je suppose que vous avez dû avoir affaire à d'autres commissions. Et si vous pouviez nous en parler pour nous aider à savoir comment traiter avec eux. Merci. Moi, j'en pense que du mal. La commission du débat public et la commission des enquêtes, c'est un vernis intellectuel pour faire passer la pilule. Je vais vous raconter une anecdote. Dans le cadre d'une enquête publique à Noirmoutier, dans un mail, un des commissaires enquêteurs, on avait quand même une enquête publique qui était assez forte parce qu'il y avait la présidente de l'association des commissaires enquêteurs, a dit à un de ses collègues, les mails qui ont été adressés aux opposants, que les opposants avaient un QI qui n'était pas celui du géranium. Oui, c'est vache pour les géraniums. Je suis d'accord. Le problème, c'est qu'on devait se demander qui était le géranium parce qu'il avait mis en copie non cachée les géraniums qu'il insultait. Donc il a eu droit à une petite campagne de presse dans Marianne, dans le Figaro. Madame Chalovin, qui était présidente des commissaires enquêteurs, a même été auditionnée par la commission d'enquête parlementaire sur le sujet. Mais les tribunaux, quand une enquête publique fait preuve d'un manque d'impartialité et de neutralité, normalement ça détruit tout le système. Eh bien la Cour administrative d'appel a dit que traiter les opposants de QI de géranium n'était pas une atteinte à l'impartialité et à la neutralité de l'enquête publique. Confirmé par le Conseil d'État. Donc si vous voulez, moi ces débats publics, j'en ai vécu pas mal, j'ai vécu à Noirmoutier 80% d'opposition. La seule réponse est de dire il n'y a que les opposants à se mobiliser. Alors, faites un référendum, c'est ce que j'écris dans mon livre. Partout où il y a des référendums locaux, il y a 80 à 90% d'opposition. Et les promoteurs éoliens nous sortent des sondages qui disent que 80% des gens sont favorables à l'éolien, et c'est même pire, c'est 90% pour ceux qui sont à proximité des éoliennes. Bien sûr, c'est eux qui payent le sondage. Voilà, donc... alors, par contre, ce qui m'interpelle, mais j'imagine, c'est plutôt assez inquiétant, que s'il y a un débat public antérieurement à un projet d'éolienne, c'est que vous devez être dans le cadre particulier des appels d'offres. Et donc, c'est que ça va être beaucoup d'éoliennes. Ou non? Alors, ouais, mais c'est l'ambiguïté. Il y a un truc bizarre. DP, débat public, s'occupe de projets importants, des projets éoliens en mer. Donc ça veut dire qu'il prévoit du lourd. Ça veut dire aussi peut-être que n'ayant pu contacter le maire, s'étant fait repousser à plusieurs reprises par la commune, la formule qui consiste à faire appel au débat public permet d'enfoncer les portes et tout au moins de passer par la fenêtre. Oui, absolument. On n'a pas encore eu le débat public en tant que tel qui lance le projet. On est en amont. Avril. Ça sera vraisemblablement pour avril. Ouais, bah, ça veut dire que, je dis ça intuitivement, j'ai aucun élément, mais ça veut dire que ça ne va pas être un petit projet. S'il faut intervenir la commission du débat public, ça veut dire que ça peut être susceptible d'être soumis à appel d'offres. J'en sais rien, hein, moi je ne connais pas tous les projets individuellement, mais ça veut dire qu'il y en aura beaucoup. Une fois que le poste de transformation sera établi à Aigroville, toute la région pourra rentabiliser ce poste. Bah oui. J'ajoute simplement... Quand la commission du débat public intervient dans un projet, c'est plutôt du lourd. Je donne juste un élément supplémentaire, c'est quand même que le patron de BlackRock France a travaillé dans le même sphère que Catherine Chantal Joanneau, au cabinet de Raffarin. Inférieur à ah oui, le garant du débat public. Voilà. Le garant dépendant de la commission du débat public. De la concertation préalable. Mais oui. Ils ont changé. L'entreprise a demandé elle-même à ce que le débat public soit soumis. Tiens. J'ai compris. Alors, à partir du moment où les décideurs ne sont ni les maires ici présents, ni les représentants de la communauté de communes, et que
le décideur, c'est le préfet, y a-t-il dans la salle un représentant du préfet? Je suppose qu'on a informé la Deuxième question, y a-t-il quelqu'un qui va faire un petit rapport à Winvision ici? Non. Donc il ne s'intéresse pas à ce que les gens pensent de leur projet. La troisième question, on a parlé du CNDP. Je les ai rencontrés. Alors ça, je vais vous dire, vous pouvez rayer sur votre feuille d'impôt la somme correspondante au financement de ce bidule qui ne sert strictement à rien. Voilà ce que je voulais dire. Bon, je suis directement touché par le projet d'éolienne, parce que j'ai pas envie de voir ma maison perdre de la valeur déjà. J'ai été au conseil municipal quand il y a eu un précédent projet. Vous voyez les terres là sur la gauche sur lesquelles il y aurait les éoliennes, bon, elles appartiennent à mon beau-père. L'exploitant, c'est ma femme. Donc vous voyez, je suis directement impacté. Donc ils sont venus voir ces gens sympathiques, mon beau-père, un an et demi après le décès de sa femme, un homme de 79 ans. Ils lui ont fait signer une promesse de bail emphytéotique et il a tordu le bras à ma femme qui, bon, bah, c'est son père, etc., a signé comme exploitante. Et bah, j'ai appris le truc, elle m'en a parlé, mais il était trop tard pour s'en dépatouiller, parce qu'il y a 8 jours pour... voilà. Alors, le bail, il est ficelé de manière à ce que ces gens-là aient pieds et poings liés, c'est-à-dire même s'ils veulent retirer, ils ne peuvent quasiment pas. Bon, n'empêche que ma femme avait signé en espérant que ça ne se fasse pas, parce que si on arrive à enlever les terres qui sont à gauche là du projet, ça va réellement leur poser un gros problème d'implantation. J'ai été au conseil municipal, je le précise, quand il y a eu un précédent projet. On a été visiter un champ d'éoliennes, enfin une zone industrielle. C'est très étrange, on est au pied de l'éolienne, on n'entend rien. On fait le tour, on entend du bruit. Il y avait des gens à 500 mètres, d'ailleurs on l'entend presque jamais, à 2,5 km, ils disaient c'est infernal, on ne dort plus. Le problème aussi, c'est que ça tournait, et alors tu vois, à l'époque, on descend du cadre, tout le monde se précipite pour. Il y avait le maire de la commune, il y avait les éoliennes, c'était là, tout le monde se. Les éoliennes continuent à tourner, et moi je vais voir donc un agriculteur, il me dit ah ben moi j'ai des éoliennes, mais je regrette bien parce qu'elles étaient à 800 mètres, 1 km. Il me dit moi j'entends pas l'éolienne, mais j'entends mon hangar. Je dis ah bon, vous entendez votre hangar? Il me dit oui, à longueur de temps quand l'éolienne tourne. Alors, je ne sais pas si c'est des infrasons, je ne sais pas, je ne suis pas scientifique moi, mais le hangar vibrait. Voilà, donc voilà ce qu'on va avoir. Alors bon, pour l'instant, c'est dans les mains d'un avocat et je peux espérer que ça puisse capoter. Voilà. Merci. Mais je dirais surtout, tous les agriculteurs que vous connaissez, ne signez jamais les baux. Jamais. De la même manière pour les élus, ne signez jamais les études de faisabilité. Parce que dans les études de faisabilité, ils vous disent, vous signez une étude de faisabilité et ils vous mettent une clause, qu'on appelle une clause pénale, de condamnation à 50 000 € si finalement le projet n'a pas lieu. Et c'est comme ça qu'ils coincent les mairies. Et il y a des maires qui en fait signent l'étude de faisabilité. Oh, vous inquiétez pas, c'est juste, on a un projet, on veut juste étudier, etc. Ils ne voient pas qu'il y a une clause de 50 000 € qu'ils devront payer si, in fine, ils abandonnent le projet. Et le maire devient des exploitants éoliens parce qu'il a peur de devoir payer ces 50 000 €. C'est absolument scandaleux. Voilà. Alors, pour finir sur l'expérience de monsieur, effectivement, les exploitants éoliens sont malins. Ils mettent les élus au pied de l'éolienne où on n'entend aucun bruit. Parce qu'en fait, le son, il est diffusé dans l'atmosphère par des couloirs de son et
Donc effectivement, au pied de l'éolienne, on n'entend rien. Enfin, c'est évidemment. D'ailleurs, il y avait un journaliste de Nouvelle Obs qui avait fait « J'ai dormi au pied d'une éolienne et j'ai dormi comme un bébé ». Ah oui, mais seulement quand tu es à 2 km, il y a les infrasons. Les infrasons, on parle des infrasons. Les infrasons, ce sont des sons non audibles qui en fait sont des vibrations, souvent des vibrations de la machine, du mât et même du vent contre le mât. Et ces sons, ces infrasons sont diffusés jusqu'à 20 km du lieu d'implantation de l'éolienne. C'est la raison pour laquelle, et ça c'est très important, dans mes bouquins, vous avez les, enfin sur les bouquins sur les éoliennes, vous avez des études scientifiques, c'est que en mer c'est 50 km. Et en fait, ces infrasons créent des échouages de baleines. Partout où vous avez des éoliennes qui sont installées, vous avez des échouages de cétacés qui sont perturbés par le sonar. C'est peut-être pour ça qu'on retrouve des dauphins. Exactement. Et des dauphins qui remontent dans la Seine, en particulier depuis l'installation en mer du Nord. Et ça, c'est pour l'éolien en mer. Pour l'éolien terrestre, les infrasons, et il y a une décision de jurisprudence du tribunal de grande instance de Toulouse qui a condamné un exploitant éolien pour trouble anormal de voisinage en raison des problèmes de santé qu'une personne avait eu en vertu du syndrome éolien produit par les infrasons des éoliennes. Parce qu'il faut bien comprendre que dans la législation sur le bruit, et j'avais fait déposer un amendement en ce sens, il faut savoir que, ça c'est très important, c'est que les éoliennes sont dérogatoires par rapport au code de la santé. Pour le bruit, pour les bruits audibles, c'est-à-dire que normalement vous ne devez pas excéder un certain bruit le jour ou la nuit. Ça, c'est le code de la santé publique qui a la loi sur la pollution sonore. Eh bien, les éoliennes, ils ont un montant au-dessus des dispositions du code de la santé publique. Donc j'avais fait déposer un amendement pour que les éoliennes soient dans le droit commun du bruit. Et il faut savoir qu'actuellement, les lobbyistes des éoliennes font un lobbying pour augmenter le seuil de son. Or, il y a une particularité, je ne suis pas ingénieur sonore, mais si vous parliez d'exponentiel tout à l'heure, mais je crois savoir qu'en matière de son, si vous augmentez d'1 décibel, à partir d'un certain seuil, le son est beaucoup plus important, ça n'augmente pas de manière proportionnelle, mais de manière exponentielle. Voilà. Donc ça, c'est pour le son audible. Et mon pauvre camarade Fabien Ferrari, qui a réussi à faire arrêter les éoliennes la nuit, qui recommençait à dormir, il y a eu un lobbying d'enfer des exploitants éoliens, et il doit resubir les éoliennes. D'ailleurs, il y a eu des chevaux qui sont morts. Enfin bon, ouais, ça c'est à Échauffour en Normandie. Ça, c'est les bruits audibles. Et après, vous avez les infrasons, qui sont hors du droit. Il n'y a aucune prise en compte des infrasons dans les études, rien du tout. Alors qu'on a des études épidémiologiques internationales en Allemagne, en Australie, au Canada, qui expliquent que les infrasons sont responsables du syndrome éolien, acouphènes, vertiges, tachycardie, problèmes cardiovasculaires, on en a des palanquets. Et vous savez ce que répondent les exploitants éoliens sur la base d'une étude réalisée en Australie? C'est l'effet nocebo. C'est quoi l'effet nocebo? C'est l'inverse de l'effet placebo. C'est parce qu'il y a des méchants, il y en a un là parmi vous, moi, qui vous donnent des informations négatives, et donc vous croyez être malade, et donc vous êtes malade parce que vous avez des informations négatives sur le sujet. Et alors on va m'expliquer, c'est ce que j'explique dans mon livre, à quel accès Internet ont eu les vaches de Nozay qui sont mortes depuis l'installation d'éoliennes, puisqu'il y a eu 400 vaches qui sont mortes. Je ne suis pas sûr qu'il y ait eu un effet nocebo sur les vaches qui sont mortes. Bon, non mais vous voyez où en est l'absurdité. Je ne parle pas des courants vagabonds dans parce que les raccordements, il y a des courants vagabonds. On a fait faire des études de poils de vache. On s'est rendu compte qu'il y avait des particules de néodyme dans les poils de vache. Donc le néodyme, c'est cette terre rare dont je vous ai parlé, qu'on retrouve dans les rotors, qui en poussière part dans l'atmosphère, et on le retrouve dans les poils des vaches, et en fait ça crée de la bioaccumulation, et ça rend électrosensible.
Parce que et on a trouvé chez les agriculteurs qui avaient les vaches, qui avaient les poils de néodyme, on a retrouvé dans les cheveux des agriculteurs un taux anormalement élevé de néodyme. C'est quand même super grave, hein. Franchement, je vous le dis. Et je ne parle pas des cancers pédiatriques, etc., comme par exemple à Sainte-Pazanne. C'est chaud, hein. Battez-vous en tout cas. Ce sera la dernière question, après je vais essayer. Voilà, une dernière question au fond. Pour parler des agriculteurs, l'État visiblement ne respecte pas du tout la démocratie dans nos zones rurales. Hein. Ça a l'air d'être clair, je crois que tout le monde en a la conscience maintenant. Moi, je continue à dire un truc, et j'ai des clients qui sont agriculteurs avec qui ça se passe très bien, qui sont opposés aux éoliennes. Mais je voudrais juste dire, si les agriculteurs ne signaient pas les baux en catimini avec les promoteurs, nous n'aurions aucune éolienne. Parce que si le promoteur ne peut pas installer, ne peut pas signer un bail, eh ben, il ne pourra pas monter son éolienne. Quoi qu'en dise le gouvernement, quoi qu'en dise le de la guerre. Alors, la dernière question sera au fond. Monsieur avait demandé depuis longtemps la parole. Non, justement, ma question, moi c'est plus une remarque, ça revient par rapport à ce que vous dites, monsieur, ce que madame, je ne vois pas qui c'est là-haut. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire un lobby sur les propriétaires terriens, justement? Faire un lobby. Comme ces sociétés savent très bien le faire un lobby auprès des mairies et de nos politiques. Est-ce que, alors un lobby, en les informant, alors peut-être faire des réunions, voir qui est là, qui n'est pas là, et puis après le démarcher. Alors certes c'est du temps, je suppose que c'est beaucoup de temps à faire, mais les informer en leur disant, voilà, dans 20 ans quand vous aurez votre dalle béton à 600 000 € pour pouvoir les détruire, bon courage quoi. Moi je pense que faire du lobby auprès des propriétaires terriens, je pense que ça peut être une chose intéressante. Alors, c'était une soirée très animée, c'était une soirée très participative. Je voudrais tous vous remercier pour avoir eu cet entrain, pour avoir eu cette fougue. Alors je vous remercie. Alors deux choses. Au fond, vous avez une table qui est destinée à vendre et à se faire signer les livres de monsieur Bouglet à la bière. Voilà, bonne soirée et merci. Très bien votre intervention. Continuez. On aura peut-être l'occasion de revenir à Aigreville. Aussi. Alors vous le dites, il y a Noirmoutier, ils en ont mis où à Noirmoutier? Non, ils les ont pas encore mis. Il y en a à Boin en fait. C'est à Boin sur la côte. Ouais, voilà. C'est celle-là qui sont tombées. Bonne continuation. Je vous en prie. Merci monsieur. C'est bon monsieur. Peut-on Christian P-E-U-T-O. Alors pour madame.